Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce podcast, le quatrième de cette chaîne consacré, comme celui de la semaine dernière, à la plainte d'Emmanuel et Brigitte Macron contre Candace Owens aux États-Unis devant la Cour de justice du Delaware, qui connaîtra un rebondissement à la fin du mois puisque la requête en nullité de Candace Owens sera examinée le 27 juillet. Alors voilà ce document que vous trouvez dans les liens sous la vidéo. Donc c'est un document de 250 pages et nous prenons la dernière version éditée, celle du 26 septembre 2025, qui amende de 30 pages la première version du 23 juillet 2025. Alors, premier point, ce document donc est une réponse à ce livre Devenir Brigitte que vous pouvez vous procurer sur Amazon, et Devenir Brigitte est déjà en soi une réponse à ce document puisque ce document ne comporte aucune nouvelle pièce par rapport à Devenir Brigitte. C'est-à-dire que ce document est déjà intégralement débunké dans Devenir Brigitte, mais comme ce document a été lu et distribué aux États-Unis, la plainte des Macron contre Candace Owens, je me permets quand même de faire ce podcast sous-titré en anglais, qui est aussi un droit de réponse à cette plainte qui est, je dois le dire, une avalanche de mensonges et qui pose beaucoup de problèmes. Alors d'abord, le problème principal, c'est qu'Emmanuel Macron porte plainte en qualité de président de la République. D'ailleurs, dans le document, il n'est jamais nommé Emmanuel Macron en tant qu'individu, il est nommé président Macron. Hein, j'ai regardé les occurrences, vous voyez en haut à droite, vous voyez, il y a 156 occurrences de présidente Macron dans cette plainte. Alors, ce qui pose évidemment des problèmes constitutionnels, puisque selon l'article 5 de la Constitution de la Ve République, Emmanuel Macron, en tant que président de la République, est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc, en tant que président, il soumet la présidence de la République française à la justice américaine, ce qui fait obstacle à son rôle de garant de l'indépendance nationale, puisque un chef d'État ne se plie aux injonctions d'une juridiction étrangère, sauf dans le cas de traités internationaux. Hein, les traités internationaux qui créent des juridictions, mais la Cour du Delaware ne rentre pas dans le cadre des traités. Voilà, donc il faudrait, alors là c'est une question de droit constitutionnel et de droit international, hein, mais il y a un vrai problème au niveau constitutionnel et au niveau du droit international sur cette plainte. Donc là, si un jour l'affaire est traitée comme elle doit l'être, puisque c'est le président de la République qui porte plainte aux États-Unis contre une des influenceuses podcasteuses les plus influentes du pays et qui a le plus d'audience au niveau mondial, cette affaire méritera et sera forcément traitée un jour. Ça mériterait que sur les plateaux de télévision, au lieu de jouer au bal des hypocrites, du genre j'en ai jamais entendu parler, mais on en parle dans les dîners en ville, etc., on est des spécialistes du droit constitutionnel et du droit international pour nous expliquer les limites légales de cette plainte. Alors, un autre sujet sur la légalité de cette plainte, c'est que les Macron, dans le cadre de cette procédure, ont fait appel à un cabinet de détectives privés qui s'appelle Nardello & Co et qui est dirigé par un individu qui s'appelle Daniel Nardello. Et ce cabinet de barbouzes regroupe des anciens agents du FBI ou des services secrets américain. Donc là, vous avez l'article du Monde, puisque le journaliste du Monde, toujours du côté du manche, est allé rencontrer Dan Nardello. Alors, pour rédiger son article, il va rencontrer l'enquêteur privé que les Macron ont recruté dans le cadre de cette plainte. Donc c'est un cabinet américain avec des bureaux dans plusieurs pays. Donc là, vous avez un article dans Intelligence Online qui nous explique que Nardello & Co profite de la plainte de Brigitte et Emmanuel Macron pour s'installer à Paris. Hein.
Voilà, donc l'objectif, retracer l'origine et la diffusion d'une rumeur infondée prétendant que Brigitte Macron serait née sous un autre sexe, rumeur amplifiée via un podcast de Candace Owens. Nardello & Co a analysé l'historique des déclarations publiques de l'influenceuse, ses liens supposés avec des réseaux d'extrême droite en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et ses interactions en ligne avec des influenceurs russes. Donc, il a découvert qu'un jour, elle avait retweeté Alexandre Dugin. Voilà, donc là, pareil, il faudra poser les questions. Qui a payé Dan Nardello, puisque tout ça doit coûter extrêmement cher. Alors, cela dit, encore une fois, tout ça pose un problème qui a été soulevé par le Pure Player of Investigation, donc le Pure Player de Jean-Baptiste Rivoire, qui a interrogé donc des membres de la DGSE, et on a cette confidence pour un ancien responsable de la DGSE, le renseignement extérieur français. Le choix de Nardello & Co pour enquêter sur l'infox qui cible Brigitte Macron pose question, pour ne pas dire problème. Les Macron soupçonnent-ils Donald Trump d'être derrière la rumeur sur Brigitte? Vu le profil de Nardello & Co, c'est bien possible. Mais selon cette source, ce choix est bien imprudent. Le président confie sa vie privée à une boîte privée étrangère soumise potentiellement au clou d'acte américain. C'est un problème de souveraineté. Alors le clou d'acte américain, qu'est-ce que c'est? Investigation nous l'explique. Le clou d'acte est une loi extraterritoriale américaine qui, depuis 2018, permet aux États-Unis d'exploiter librement les données personnelles d'individus étrangers. Et vu des États-Unis, les Macron sont des étrangers. Imagine-t-on sérieusement à Vladimir Poutine ou à Xi Jinping confier une enquête impactant leur vie privée à des anciens des services secrets américains? Donc là, tout simplement, et Investigation pose simplement la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait appel à ce genre de boîtes qui ont pignon sur rue sur la place de Paris, notamment l'ADIT de Philippe Caduc ou ESLN Network de Alexandre Medvedovski, des boîtes qui ont d'ailleurs fusionné il y a quelques années. Donc en fait, c'est là encore une fois, c'est pour la frime, et ce qu'on va découvrir dans la foulée, évidemment dans les mails de Jeffrey Epstein, c'est que Nardello & Co, c'est le cabinet de barbouze de détectives privés, pour le dire dans un doux euphémisme, auquel faisait appel Jeffrey Epstein. Disons qu'il a au moins 2 clientes, Jeffrey Epstein et Brigitte et Emmanuel Macron. Alors, au précédent épisode, nous avons vu la grande révélation de cette plainte, c'est-à-dire que la rencontre est datée à l'atelier théâtre. On nous explique que Brigitte Macron avait animé l'atelier théâtre dès 1991, sur l'année 1991-1992, quand Emmanuel Macron avait monté avec son copain Renaud d'Artevel Jacques et son maître. Or, jusque-là, nous pensions que Macron était rentré à l'atelier théâtre, Brigitte avait commencé à animer l'atelier théâtre l'année suivante. Donc là, je lis le livre de Éric Stemelen, qui lui était le premier à avoir retracé cette chronologie et à avoir mis en lumière, mis au jour ce mensonge que lors de la rencontre, Emmanuel Macron n'avait pas 17 ans et Brigitte Osière 36, mais que Emmanuel Macron avait bien 14 ans et elle 39. Donc là, je lis, or en 92, Emmanuel Macron a 14 ans, né le 21 décembre 77 et termine sa classe de 3e au lycée La Providence d'Amiens lorsqu'il joue dans la pièce Jacques et son maître de Milan Kundera qu'il a monté avec son copain Renaud d'Artevel. Brigitte Osière, alors âgée de 39 ans, née le 13 avril 1953, se dit enthousiasmée par le talent du garçon qui ne sera jamais dans sa classe de français, et à la rentrée, donc en septembre 92, elle l'accueille dans l'atelier théâtre qu'elle dirige et auquel il participera pendant 2 ans. Or, la plainte nous dit que Jacques et son maître a bien été monté par Brigitte, donc que la rencontre remonte en fait au début de l'année 92, c'est-à-dire en septembre 91, où Emmanuel Macron avait alors 13 ans. Donc c'est la première révélation de cette plainte au milieu d'un fatras, au mieux d'inexactitude, au pire de mensonges. Donc ensuite, le concept clé du droit américain, c'est l'actuelle malice. Donc il faut montrer que Candace Owens a menti sciemment, et pour ça, les Macron ont s'appuyé sur les documents qu'elle n'a pas diffusés. Donc faire part de naissance
de Brigitte Trogneux, publié dans la presse en avril 1953, à l'occasion de sa naissance, document que j'avais moi-même trouvé. Mais comme personne n'a nié l'existence et la naissance de Brigitte Trogneux, ce document était anecdotique et figure en note de bas de page en Becoming Brigitte. Donc voilà ce qu'on montre pour l'actuelle malice. Ensuite, on a des séries de documents qui sont présentés comme étant des preuves. Donc ça, j'en ai largement parlé dans ma précédente vidéo. Donc vous avez cette photo de famille qui est un faux, la photo de communion dont on a établi que c'est Brigitte Trogneux, mais que ce n'est pas Brigitte Macron, et puis la photo qu'on appelle la photo de la petite fille à la robe, qui n'est pas exploitable par la reconnaissance faciale et qu'on n'a tout simplement pas exploitée parce qu'elle pose des questions, c'est-à-dire de par son apparence. C'est censé être une photo prise quand si Brigitte Trogneux a 3 ans en 1956. Or, on peut poser la question de la datation de cette photo de par sa couleur, d'autre part, de par le fait qu'elle soit en couleur et le rendu de ces couleurs, et d'autre part, les Macron ont déjà essayé de bidouiller, puisque on a établi que cette photo de Laurence Auzière avait d'abord été présentée comme une photo de Brigitte Macron. Donc là, vous avez les captures d'écran archivées du Figaro. Donc là, c'est Brigitte Macron, et là, c'est devenu Laurence Auzière. Donc c'est pour la raison pour laquelle nous n'avions pas exploité cette photo qui pose des questions, et la non-exploitation de cette photo était s'inscrivait plutôt dans une rigueur méthodologique et ne prouve en aucun cas une actuelle malice. Alors je profite de ce point pour préciser que cette photo, on voit beaucoup sous des posts américains sur l'affaire, c'est-à-dire des citoyens américains qui relaient des contenus sur Brigitte Macron, sur Candace Owens, et on voit apparaître dans les réponses « Mais regarde, l'affaire est bidon, voici Brigitte Macron, après avoir donné naissance à une de ses filles ». Alors le public américain n'est pas familier de l'affaire, et c'est vrai que ça peut impressionner. Alors il n'est pas dans la plainte ce document, mais je me permets quand même de le souligner, puisqu'on le voit beaucoup sur X sous des publications américaines, mais dès lors qu'on dézoome, on s'aperçoit qu'en fait ce document est issu du compte Facebook de Tiffaine Auzière après la naissance d'une de ses filles. Donc ce n'est en aucun cas Brigitte Macron, jeune mère de famille. Alors ensuite, on avait cette photo de famille donc, qui est présentée comme une preuve, puisqu'on nous dit, vous voyez, il y a Brigitte Macron sur les genoux de sa mère. Or, nous disons tout simplement, c'est quand même malheureux de présenter à la justice américaine un document qui est un faux manifeste, d'abord parce qu'il a été édité, c'est-à-dire que en haut, à gauche, l'abat-jour qui attirait l'attention, je dirais, sur le gamin a été supprimé. Complètement étonnant, j'ai jamais vu des gens supprimer des abat-jours de leurs photos de famille. Et ensuite, en recoupant, donc là nous avons le visage du gamin avec les dents bien alignées sur la photo de famille. Et quand nous avons cherché des photos de Jean-Michel Trogneux à cet âge-là, au même âge, nous sommes aperçus qu'il avait les dents du bonheur, hein, comme Brigitte Macron sur ses photos les plus anciennes. Donc il s'agit d'une coquetterie, d'avoir reporté les opérations de chirurgie dentaire de Brigitte Macron sur Jean-Michel Trogneux. Voilà, donc quoi qu'il en soit, donc c'est un fait qui souligne simplement la dinguerie des Macron. En fait, quand vous rentrez pas dans le cœur du dossier, vous percevez pas du tout la dinguerie des Macron. C'est-à-dire à ce niveau de folie, il faut le dire. Donc cette photo, quoi qu'il en soit, est un faux. Alors ensuite, nous arrivons sur la pièce sur laquelle nous étions restés, qui est la photo de communion, donc qui représente Brigitte Trogneux lors de sa première communion en 1963. Donc elle a 10 ans. Cette photo a été donnée à Virginie Linhart en 2018 dans le cadre, une journaliste complètement mainstream, dans le cadre d'un documentaire, la réalisation d'un documentaire qui s'appelle Brigitte Macron, un roman français. Et la question de son authenticité s'est posée, vu les questions que posait l'authenticité des autres documents, certains documents comme la photo de famille, étant des faux manifestes, et cela ayant été démontré. Donc nous avons cherché à la recouper, et Emmanuel Anison s'est donc déplacé à Amiens et a récupéré une photo du groupe de communiantes et a pu
établir, donc prise le même jour que cette photo-là, donc c'est une photo de groupe, le visage de Brigitte Trogneux est un petit peu masqué par la feuille de chambre, mais on reconnaît bien la même gamine, et a pu établir qu'il s'agissait bien d'une photo de Brigitte Trogneux lors de sa première communion, et que cette photo était authentique. Le problème, c'est que quand nous avons analysé ce document à la reconnaissance faciale, nous avons pu établir que cette photo ne représentait pas Brigitte Macron. Donc a priori, Brigitte Macron n'était pas, comme elle le prétend, née Brigitte Trogneux. L'individu née Brigitte Trogneux. Puisqu'on obtenait un score en moyenne avec un panel de 60 photos à 57%. Or, dans des cas analogues, les résultats étaient toujours situés entre 66 et 78%. Voilà, donc tous les exemples de femmes, nous avions pris les Didi, Bernadette Chirac avec la photo de la communiante, la reine d'Angleterre, Jodie Foster, Hillary Clinton, Marine Le Pen, etc. Donc nous étions au moins à 10 points, sinon à 20 points, en dessous du seuil d'identification dans des situations analogues. Voilà où nous en étions restés. Alors, petite pause pour vous signaler que vous pouvez vous informer et nous soutenir en vous abonnant à la lettre de Xavier Poussard sur xavierpoussard.com. Le lien est en description et vous pouvez évidemment vous procurer, découvrir ou redécouvrir ou offrir, faire découvrir autour de vous Becoming Brigitte qui, je le signale, est maintenant disponible en espagnol et en italien, en plus de la version anglaise et de la version française. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, recevoir les notifications avec la cloche et surtout, en cas de problème avec YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Rappelez-vous de vous abonner à notre chaîne de secours qui se trouve sur Rumble, donc qui est une plateforme américaine réputée pour sa défense de la liberté d'expression. Donc nous avons une chaîne de secours sur Rumble à laquelle il faudrait s'abonner dès maintenant en cas de pépin avec cette chaîne YouTube. Voilà, donc nous en étions restés à cette photo de communiante. Donc tout simplement, il y avait cette photo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis simplement plongé dans les archives départementales de la Somme, les archives municipales d'Amiens, et j'ai récupéré les listes de classe des gens qui ont été en classe toute leur scolarité tout au long de leur scolarité avec Brigitte Trogneux, et je les ai contactés tout simplement pour avoir des photos de classe. Donc moi personnellement j'en ai pas trouvé, mais ça m'a permis d'identifier celles qui en avaient, celles qui étaient proches de Brigitte Trogneux, et ce qui a permis ensuite à Emmanuel Anison de récupérer la photo du groupe de communiantes qui nous a permis ce recoupement. Et donc la reconnaissance faciale nous expliquant que Brigitte Trogneux n'était pas Brigitte Macron, si vous voulez, c'est une affirmation qui est extraordinaire. Donc je vais diffuser quelques entretiens, quelques extraits d'entretiens que j'ai eus avec ces femmes qui, simplement, avaient été en classe avec Brigitte Trogneux. Et je leur ai tout simplement demandé, je couvre une affaire, l'affaire de ces femmes qui sont poursuivies, c'est-à-dire Amandine Roy et Natacha Ray, pour avoir affirmé en substance que Brigitte Macron n'était pas Brigitte Trogneux. Vous avez été en classe avec Brigitte Trogneux, est-ce que vous avez gardé des photos? Et j'ai compilé quelques extraits de leurs réponses. J'avoue que, si vous voulez, d'ailleurs, il y a, comment dirais-je, depuis que j'ai appris, parce que c'est assez rigolo quand le président a été élu, c'est une de mes meilleures amies qui habite la Somme, d'ailleurs, qui m'a dit, mais tu sais, c'est Brigitte Trogneux, j'avais pas fait le rapprochement. Donc elle a vu Brigitte Macron, elle n'avait pas fait le rapprochement, elle avait été en classe avec. C'est Brigitte Trogneux, j'avais pas fait le rapprochement. J'ai toujours eu très envie de lui écrire, et puis je me suis dit, bon, elle doit être couverte de courriers, en particulier de gens qui ont quelque chose à lui demander. J'ose pas, mais ça m'aurait fait énormément plaisir de rentrer en contact avec elle. Moi, Brigitte Trogneux, ça commence à remonter, mais je suis sûre d'avoir été en terminale C avec elle au Sacré-Cœur. D'ailleurs, quand j'ai vu son nom, quand Macron a été élu, quand j'ai vu son nom, je l'avais même pas reconnu, c'est qu'un jour, Donc elle l'avait même pas reconnu. J'ai entendu Brigitte Trogneux, j'ai dit, ah, Brigitte Trogneux, ça doit être celle avec qui j'étais en terminale. Donc ça, je me souviens très bien d'elle en terminale. En troisième et quatrième, je n'ai aucun souvenir d'elle. Alors franchement,
Ça me dit rien, je suis pas sûre. Hein. En fait, au départ, c'est vrai que ça m'a un peu gonflé. Je me suis dit ça, mais un jour, Valérie qui essaye de savoir des trucs sur Brigitte Macron. Mais c'est vrai, du temps où j'étais en terminale, parce que moi, je n'ai aucun souvenir d'elle avant. Non, mais je m'en serais souvenu quand même si j'avais qu'elle avant, quoi. Je me souviens bien d'elle parce que c'était une certaine personnalité déjà. Donc en terminale, je me souviens bien d'elle parce que moi, en plus, c'était la plus âgée de la classe et moi, j'étais la plus jeune. Donc nos relations n'étaient pas toujours très, très, très cordiales. Bon, parce que j'ai pas un caractère très facile. Et voilà, quoi. Mais j'ai fini. Alors c'est vrai que moi, sur les photos, je l'ai absolument Sur pas les photos, je reconnue. l'ai absolument pas reconnue. Elle se souvient bien d'elle, mais sur les photos, elle l'a absolument pas reconnue. Quand elle a vu Brigitte Macron, elle a pas reconnu Brigitte Trogneux. Je me rappelle même plus. En plus, je suis même pas sûre qu'on ait été dans les mêmes cases. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est vrai, ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que quand j'ai vu qu'elle a été tout Sacré-Cœur, que j'ai dû lire à l'école là-dessus, quand son mari a été élu, voilà, donc ça m'a fait sourire en me disant, tiens, c'est marrant, elle a fait Sacré-Cœur. Je me rappelle bien, moi, de Trogneux, parce que j'étais, la sixième à la télé, j'étais à Amiens, j'étais pensionnaire. Vous voyez, j'habitais pas, donc voilà. Donc les internes de l'époque, on était plutôt cloîtrés, hein, quand même. On était pas trop, on sortait un peu, mais pas tant que ça. Mais d'elle, franchement, j'ai pas de souvenir. Donc voilà, elle se rappelle bien de Brigitte Trogneux, mais de Brigitte Macron, elles n'ont aucun souvenir. Donc ces femmes, je les ai contactées. Beaucoup ont mon numéro de téléphone. Pour apporter des précisions, n'hésitez pas à nous contacter sur info@xavierpoussard.com. Donc c'est une boîte mail, hein, info@xavierpoussard.com. Parce que je sais que, et je conçois parfaitement que c'est compliqué de se dire qu'on a été le témoin d'une affaire d'État. C'est-à-dire que vous êtes censé avoir été en classe avec la première dame, avec Brigitte Macron. Or, vous savez pertinemment au fond de vous, que ce n'était pas elle et que c'était un autre individu, puisque Brigitte Macron n'est pas l'individu, n'est Brigitte Trogneux. Alors, on va continuer sur le développement. Puisqu'on n'avance pas ça gratuitement pour faire les beaux. Donc là, on revient sur les preuves apportées par les Macron pour expliquer leur plainte contre Candace Owens et expliquer que c'est une actuelle malice. Alors voilà, la plainte explique: Madame Macron s'est mariée à son premier mari, André-Louis Ozière. D'abord, il ne s'appelle pas André-Louis Ozière, il s'appelle André Ozière. Ça a été débunké par Sylvie Baumel depuis 2019. Donc, pourquoi est-ce qu'on donne sa fausse identité? C'est-à-dire que c'est une erreur médiatique. Sylvie Baumel l'a reconnu. Pourquoi on reproduit une erreur médiatique alors que cet homme s'appelle André, Louis Ozière, et non pas André-Louis Ozière. Il s'appelle André Ozière. Louis, c'est son deuxième prénom. C'est pas son prénom, c'est pas André Louis. Donc pourquoi reproduire une erreur médiatique dans une plainte? Enfin, peu importe, tout est comme ça. En 1974, elle a 21 ans. Alors, Candace Owens, dans sa série de podcasts, a affirmé que cette femme sur la photo, appelée Brigitte Trogneux, était Brigitte Trogneux, et que Madame Macron avait refusé de s'identifier sur cette photo. C'est-à-dire, la femme sur la photo, c'est Brigitte Trogneux, et d'ailleurs, Brigitte Macron a refusé de certifier que c'était elle sur la photo. Et alors là, la plainte conclut un autre mensonge. Donc sous-entendu, un autre mensonge de Candace Owens. C'est-à-dire que Candace Owens affirme que Brigitte Macron a refusé de s'identifier sur la photo, et ça, c'est un mensonge. Là, pour le coup, c'est vraiment une inversion accusatoire. C'est-à-dire que le mensonge, il est tout simple, et c'est prouvé par la journaliste Emmanuelle Anison, qui a écrit L'affaire Madame, qui est censé être le livre qui débunk l'affaire, et elle a raconté l'épisode. Alors c'est très très simple, c'est-à-dire que Natacha Ray, on est en 2021, Natacha Ray, elle dit, elle voit le gamin sur la photo de famille, elle dit: Brigitte Macron, c'est son frère Jean-Michel, Brigitte Macron est un homme, c'est son frère Jean-Michel. Et donc elle fait son assemblage avec Brigitte Macron et le petit Jean-Michel, et elle l'envoie à une membre par alliance de la famille de Brigitte Macron qui s'appelle Catherine Ozière. Et à ce moment-là, elle va se retrouver en garde à vue. Elle va se retrouver en garde à vue, une garde à vue complètement disproportionnée. Et moi, à ce moment-là, je suis en contact avec elle et je lui dis: attends, c'est quoi cette femme qui dit, qui n'est pas journaliste, qui sort de nulle part, qui dit simplement sur sa page Facebook, Brigitte Macron, c'est son frère Jean-Michel, qui fait un assemblage qui, c'est vrai, est visuellement très frappant et qui l'envoie
par WhatsApp à un membre par alliance de la famille de Brigitte Macron, numéro WhatsApp disponible sur internet, et quelques jours après, elle se retrouve en garde à vue. Et ce que va découvrir Emmanuel Anison, c'est qu'en fait, c'est l'Élysée qui a piloté cette plainte, puisque dès que cette femme a reçu les messages, Catherine Auzière, elle a appelé Laurence Auzière, et Laurence Auzière a tout de suite dit: «Appelez l'Élysée, c'est important». Donc tout ça a été raconté dans l'affaire Madame par Emmanuel Anison. Voilà. Et en fait, l'Élysée va lâcher les Auzière en rase campagne. C'est-à-dire qu'il pousse les Auzière à porter plainte en leur disant: «On vous soutiendra». Et ensuite, ils se retirent, ils s'en lavent les mains. Et en fait, ils espéraient faire condamner Natacha Ray par les Auzière de façon à ne pas avoir à rentrer dans le dossier. D'ailleurs, on voit bien comment ça a fonctionné. C'est-à-dire que la première plainte, c'était les Auzière. Ensuite, ça a été les Trogneux. Et là, on arrive au bout du bout. Et enfin, c'est Emmanuel et Brigitte Macron qui portent eux-mêmes plainte. Donc, à l'époque, les Macron ont essayé de faire porter le chapeau aux Auzière. Et donc, dans le cadre de la procédure contre Natacha Ray, donc l'époux de Catherine Auzière, donc Jean-Louis Auzière, a expliqué: j'avais demandé à Brigitte Macron de certifier par écrit que c'était bien elle sur la photo de mariage de 1974 avec André, ce qu'elle n'a pas fait. Je ne l'ai plus eu directement sur ce sujet ensuite. Elle m'a dit que l'Élysée préférait qu'on fasse deux actions séparées. J'ai pris ça comme un lâchage direct. Ça voulait clairement dire: si tu veux continuer, débrouille-toi, prends un avocat de ton côté. On avait déjà porté plainte, on ne pouvait plus faire marche arrière, donc on a continué seul. Depuis, quand j'essaie de rappeler Brigitte, je ne tombe plus sur elle, mais sur son secrétariat, elle est devenue injoignable. Donc, dans la procédure Auzière, il a été question effectivement que la photo de mariage, présentée comme une preuve censée représenter Brigitte Macron lors de son premier mariage avec André Auzière, il était question, et Brigitte Macron s'y était engagée, qu'elle certifie que c'était bien elle dans le cadre de la procédure intentée contre les Auzière. Et finalement, Brigitte Macron a lâché sa famille en rase campagne. Et donc, c'est un autre cousin des Auzière qui s'y est collé et qui s'appelle Gérard Henrep. Or, Gérard Henrep, je l'ai contacté et je suis tombé sur son épouse et il s'est avéré qu'en fait, il n'avait plus vu ni les Trogneux, en tout cas cette partie-là de sa famille, il les avait plus vus depuis les années 70. Voilà. Donc, Brigitte Macron a bien refusé, ou en tout cas a lâché, avait promis qu'elle légenderait cette photo en certifiant que c'était bien elle sur la photo, et dans les procédures françaises, elle ne l'a pas fait. Voilà, donc c'est les Macron qui mentent dans la plainte. Quand ils disent Candace Owens a affirmé qu'elle avait refusé de légender cette photo, au moment où Candace Owens le dit, c'est parfaitement vrai. Alors cette photo, elle a été trouvée par une journaliste qui s'appelle Sylvie Baumel, donc la photo de mariage. Nous sommes sur la dernière grosse pièce qui, selon moi, est la pièce la plus importante du dossier. Donc c'est la photo du mariage de Brigitte Trogneux avec André Auzière en juin 1974 au Touquet. C'est une photo de Brigitte Trogneux adulte, elle a 21 ans. Voilà. Donc cette photo, elle est trouvée par Sylvie Baumel, qui est l'auteur d'une hagiographie, enfin qui se voulait une hagiographie de Brigitte Macron, c'est-à-dire qu'elle, elle veut faire vraiment elle pense que Brigitte Macron, de par la différence d'âge avec Emmanuel, c'est-à-dire le fait qu'elle soit plus âgée, quoi, en fait c'est disruptif et c'est une avancée féministe. Donc elle est passionnée par son sujet et en fait elle va tomber dans un trou noir biographique et elle va finir par avoir des phrases absolument pathétiques dans ce livre du type on se croirait dans Black Mirror comme si les officines du président étaient passées pour effacer les mémoires. Enfin vraiment, je vous invite à lire Il venait d'avoir 17 ans de Sylvie Baumel. Bon, le titre est mensonger parce qu'il est sûr qu'il venait d'avoir 13 ans où il allait sur ses 14 ans, ça aurait été moins romantique. Il venait d'avoir 17 ans, bon. Voilà, donc ça, c'est le livre de Sylvie Baumel. Alors d'ailleurs, Sylvie Baumel a été interrogée posteriori sur l'affaire Jean-Michel Trogneux. Donc ce livre date de 2019, et en 2025, elle a été interrogée sur l'affaire
Jean-Michel Trogneux, je vous laisse découvrir l'extrait. Moi, quand je vais à Amiens la première fois en 2016, il faut avouer que quand je rentre, j'ai un appel de Bercy, du cabinet de Macron, qui me dit « Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à Amiens ?» Il y avait vraiment ce souci pour eux d'écarter, de gérer ce problème de comment on va présenter à la France que Emmanuel Macron a épousé sa prof de théâtre. Donc, c'est ça le contrôle. Il est là, il est à ce moment-là. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de rencontrer des personnes qui y croient, qui n'ont pas, à mon avis, le profil de complotiste. Le patron d'une grande entreprise française, Coty, qui m'a certifié, qu'il le savait de source sûre, que Brigitte était un homme, mordicus. Voilà, donc Sylvie Baumel, 6 ans après l'écriture de Il venait d'avoir 17 ans, donc ce livre mal nommé, passons, nous explique 2 choses, que c'est impossible d'enquêter sur les Macron, c'est-à-dire que vous êtes tout de suite mis sous pression, et ça tous les journalistes le savent. C'est pour ça que pour l'instant ils maintiennent la chape de plomb, mais la cocotte minute, mais quand ça va sauter, tous les journalistes se vengeront, puisque j'ai même des témoignages de journalistes qui ont fait des sujets un peu dérisoires sur la photographe officielle de l'Élysée, Soisig de la Moissonnière, et qui ont eu le même genre de pression. Donc il est très compliqué de travailler sur l'Élysée sous Emmanuel et Brigitte Macron. Donc retour sur cette photo de mariage qui n'est pas publiée directement dans le livre de Sylvie Baumel, c'est-à-dire que Sylvie Baumel la trouve et la raconte dans son livre. Elle ne la publie pas. Aucun journaliste n'est obligé de publier tous les documents qu'il a. Il n'y a que dans la plainte des Macron où ça constitue une actuelle malice si on ne publie pas les documents. Mais ce document va tout de même être publié dans Le Point en avril 2019, quand Le Point publie, comme c'est l'usage, les bonnes feuilles du livre de Sylvie Baumel. Et donc, on va voir, donc c'est Brigitte Macron, sa vie d'avant, avec la photo. Et cette photo, c'est vrai qu'elle n'est pas en bonne qualité. Et quand on passe un peu dessus sans prêter attention, on se dit, bon, bah voilà, c'est le mariage de Brigitte Macron avec son... Ah, tiens, on a enfin une photo de son premier mari. Voilà, une photo de Brigitte Macron, jeune, à 21 ans. Donc dès lors que se pose la question, est-ce que Brigitte Macron est vraiment Brigitte Trogneux, l'enjeu, ça va être de recouper d'abord l'authenticité de ce document. Donc ce document est issu d'un faire-part de mariage qui est publié en juin 74, fin juin, début juillet 74 dans la presse, et essentiellement dans 2 titres, dans 2 éditions de La Voix du Nord et dans Les Échos du Touquet. Donc moi, je vais le checker dans plusieurs centres d'archives, y compris sur microfilm, et essayer de le trouver en meilleure qualité disponible. Et assez simple pour pouvoir visualiser la photo et la voir dans une qualité optimum. Donc, on obtient ça. Voilà. Donc ça, c'est Brigitte Trogneux, à 21 ans, en juin 1974, lors de son mariage avec André Ozière. Donc là, c'est une donnée objective. Moi, j'ai toujours refusé la subjectivité. La subjectivité étant la nature humaine est forcément subjective. C'est pour ça que les témoignages, y compris les témoignages oraux de témoins, pour moi, ne sont pas des pièces de premier plan. Là, on a une vraie pièce de premier plan. C'est-à-dire que c'est une photo dont on connaît la source, c'est-à-dire sa publication dans la PQR, la presse quotidienne régionale. À l'époque, c'est un document d'archives qui est incontesté et incontestable puisqu'il a été recoupé. Et nous avons Brigitte Trogneux, à 21 ans, lors de son mariage, dans une qualité optimale. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça pourrait presque être une photo d'identité. C'est-à-dire que vous avez le visage est dégagé, vous n'avez pas de lunettes, pas d'obstruction. Cette photo pourrait être utilisée sur un document d'identité. Donc, on a un document parfaitement exploitable par la reconnaissance faciale. D'abord, nous établissons que c'est bien le même individu. La reconnaissance faciale évalue à 71% aïe que c'est bien le même individu que Brigitte Trogneux lors de sa communion. Donc, nous avons Brigitte Trogneux lors de sa communion, Brigitte Trogneux lors de son mariage. Ensuite, nous continuons. Donc là, nous créons des valeurs de référence. La reconnaissance faciale, c'est pas un outil en soi qui vous dit oui ou non. Ça vous dit oui ou non
par rapport à une situation analogue. Quand on utilise l'outil, il faut l'utiliser par rapport à des situations analogues où la correspondance est déjà établie. Alors là, c'était parfait. J'ai pris des femmes qui étaient toutes nées en 1953. Donc là, ce sont que des femmes nées en 1953, comme Brigitte Trogneux. Et ensuite, c'est des photos dans leur vie d'après. Donc là, vous avez par exemple Bénazir Bhutto en 72. Donc j'ai vraiment visé né en 53 et photos dans leur vingtaine, quoi, c'est-à-dire dans les années 70. Autant que ce soit possible. Donc Bénazir Bhutto 72 versus 2017, donc première ministre pakistanaise, Cristina Kirchner, présidente de l'Argentine, donc en 74, donc là c'est vraiment la même configuration que Brigitte Macron, 74,2024. Donc là c'est vraiment la même configuration. Cyndi Lauper, ensuite vous voyez Hélène Chaux, bon ça j'ai mis pour les Américains, c'est une femme politique américaine, donc c'est pour le public américain. Isabelle Huppert, pour les lecteurs des cahiers du cinéma. Kim Basinger, artiste américaine. Ségolène Royal pour les gens de gauche, et puis enfin Dorothée pour les gens de ma génération. Donc toutes ces femmes sont nées en 53 et ce sont des photos dans les années 70, vous voyez. Et donc sur Isabelle Huppert et sur Cristina Kirchner, c'est vraiment 74, donc c'est vraiment la même configuration. Et vous voyez toujours des scores 79, 80, 79, 69,9. Donc là, on est juste quelques centièmes en dessous de 70, qui est considéré comme le seuil d'identification dans des situations optimales, comme c'est le cas avec cette photo, puisque Brigitte Trogneux est adulte. Isabelle Huppert, vous êtes à 70, 75, 71, 72. Donc on est toujours à 70, entre 70 et 80, et donc un seuil d'identification fixé à 70, et puis vous voyez que les résultats peuvent monter jusqu'à 80. Voilà les résultats que l'on obtient pour savoir si Brigitte Trogneux est bien Brigitte Macron, ou plutôt si Brigitte Macron est bien cette femme qui a épousé André Auzière en juin 1974, donc si elle est bien née Brigitte Trogneux. Et là, vous obtenez une moyenne sur un panel de 60 photos, une moyenne à 53. Ça veut dire que vous êtes à 17 points en dessous, en moyenne, du seuil d'identification. Je précise sur la photo en haut à gauche, qui est la plus ancienne photo de Brigitte Macron dans son état actuel connu, une photo de classe de 1986. Là, vous êtes vraiment sur une configuration. Vous avez 12 ans d'écart entre les deux photos. La carte d'identité, c'est 15 ans. Le passeport, c'est 10 ans. Donc, vous êtes vraiment dans une configuration qui est celle des contrôles d'identité dans les aéroports, qui est celle des contrôles d'identité quand vous ouvrez une banque en ligne, etc. C'est vraiment la configuration optimale de la reconnaissance faciale, et vous voyez que vous êtes à 15 points en dessous du seuil d'identification. Ça aurait été 2, 3, 4 points en dessous. Je n'aurais pas été si définitif, mais là, vous êtes vraiment sur des scores qui sont hors de toute marge d'erreur. Donc, vous avez un document qui est parfaitement identifié. Vous avez une femme, la visualiser, ça pourrait être une photo d'identité. Vous demandez si c'est Brigitte Macron, et la reconnaissance faciale, sans aucune marge d'erreur et de façon définitive, vous dit non, ce n'est pas le même individu. Alors quand je publie ça, la presse est très mal à l'aise, parce que c'est très compliqué de débunker. Donc les journalistes se mettent à mentir. Alors là, c'est un extrait d'un article du Monde, sous la plume d'Olivier Faye. Sa démonstration s'appuie sur un nouveau joujou, un logiciel de reconnaissance faciale chinois. Non, c'est pas un logiciel de reconnaissance faciale chinois, c'est le leader mondial du secteur de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle visuelle, connu effectivement sous le nom de reconnaissance faciale, mais c'est le leader mondial du secteur qui s'appelle Guangxue Mekvi pour le marché européen, et sa solution s'appelle Face++, dont les résultats prouveraient, donc là on est sur du conditionnel où il n'y a pas de conditionnel, que les photos de jeunesse de Brigitte Macron sont fausses. Ben non, c'est pas ça que ça prouve. Ça prouve une usurpation d'identité. Ça prouve que Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux. Ça prouve pas que les photos sont fausses. Et il le sait, le journaliste du Monde. Donc, il ment. C'est-à-dire que c'est tellement gênant
qu'ils sont obligés, ils en sont réduits à mentir grossièrement au niveau de la presse, tellement c'est énorme. Voilà. Donc là, vous avez l'acte d'état civil de Brigitte Macron. Donc vous avez deux parties, vous voyez bien, vous avez Brigitte Trogneux, est née le 13 avril 1953 à Amiens. Elle a épousé André Auzière en juin 74 au Touquet, et puis ensuite elle divorce André Auzière et elle épouse Emmanuel Macron. Or, vous avez deux individus, c'est-à-dire Brigitte Macron qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Brigitte Auzière, divorce Auzière, épouse Macron, et un autre individu, qui est Brigitte Trogneux, épouse Auzière. Voilà, vous avez deux personnes sur un état civil, ça veut dire que vous êtes dans le cas d'une usurpation d'identité. C'est quand même assez simple à comprendre. L'usurpation d'identité, c'est comme le détournement de mineur, il n'est jamais question de consentement, hein. C'est très très simple. L'usurpation d'identité, c'est quoi? C'est vous n'avez pas le permis de conduire, vous prenez le permis de conduire d'un de vos amis qui vous ressemble, vous êtes arrêté par la police regarde le document, identifie que ce n'est pas vous sur le document, vous n'allez pas répondre oui, mais c'est mon ami et il était d'accord pour me filer son permis de conduire, hein. Donc le problème du consentement, dans le détournement de mineurs comme dans l'usurpation d'identité, ne rentre pas en ligne de compte. Voilà. Donc ensuite, despite admitting she actually exists, neither Owen nor Poussard explain what happened to the real Brigitte Trogneux. Donc, ils admettent que Brigitte Trogneux existe, mais ils n'expliquent pas ce qui est arrivé à la vraie Brigitte Trogneux. Alors là, on joue sur le n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est journaliste, on a une obligation de moyens, mais on n'a pas d'obligation de résultat, si vous voulez. Nous, on analyse des pièces, on fait ce qui est possible d'être fait en tant que journaliste. Et là, on récupère des pièces qui sont incontestables, et ensuite on les analyse et on produit une analyse qui est incontestable. Ensuite, on interroge des gens qui veulent ou ne veulent pas répondre et qui produisent des témoignages. Mais on ne peut pas aller tellement plus loin. Normalement, ce qui se passe dans un régime qui est comme il prétend, c'est-à-dire un régime démocratique basé sur la séparation des pouvoirs, quand un journaliste produit une enquête qui arrive à des conclusions étayées et incontestables et incontestées, que ce livre est best-seller en France et aux États-Unis, qu'il n'y a pas de poursuite pour diffamation jusqu'à preuve du contraire, hein, il n'y a aucune poursuite pour diffamation. Qu'est-ce que fait normalement la justice? Donc le procureur se saisit et ouvre une enquête préliminaire, et puis un juge d'instruction est saisi. S'il y a une usurpation d'identité qui est caractérisée, alors à ce moment-là, normalement, une fois que le journaliste a fait son boulot et a caractérisé le fait, c'est à la justice de prendre le relais, hein. Donc le livre est considéré comme une dénonciation, hein, et c'est le parquet qui ouvre une enquête. Donc normalement, c'est une enquête préliminaire qui est ouverte, et ensuite potentiellement un juge d'instruction est saisi. Donc c'est pas parce que le système français est complètement dysfonctionnel et défaillant, et que vous nommez les magistrats et que vous êtes garant de l'indépendance de la justice et que tout le monde ait le doigt sur la couture du pantalon, que ça constitue un argument. Cet argument n'est pas recevable. Donc ils ne nous disent pas ce qu'est devenu la vraie Brigitte Trogneux. C'est la question qu'on pose. Et souvent, quand on fait un article, qu'on fait une enquête, souvent la conclusion, c'est d'arriver à poser la bonne question. Donc c'est effectivement la bonne question, et c'est la question à laquelle devrait essayer de répondre la justice si on est dans un pays qui est ce qu'il prétend être, c'est-à-dire régi par la séparation des pouvoirs, hein, le pouvoir médiatique et passant la main au pouvoir judiciaire. Donc ensuite, qu'est-ce que font les Macron? Ils expliquent que Candace Owens et moi-même avons fait allusion à d'autres photos que nous avions en notre possession et qui accréditaient nos affirmations, mais que nous ne les avons pas montrées à notre public. Donc là, c'est une inversion accusatoire classique des Macron, c'est-à-dire qu'ils nous accusent de ne pas avoir montré des documents. Or, la vérité du dossier, elle est tout autre. La vérité du dossier, c'est qu'on a le droit d'avoir accès à certains documents administratifs, hein. Je vais présenter la liste. Donc là, vous avez un jugement de la commission d'accès aux documents administratifs qui enjoint
les établissements scolaires où a été scolarisée Brigitte Trogneux à fournir toutes ces photos de classe. C'est-à-dire de multiplier les photos de façon à documenter l'usurpation d'identité, documentée ou infirmée. D'ailleurs, je me suis étonné qu'aucun journaliste qui prétende débunker l'affaire n'ait ne serait-ce que fait la démarche. Donc vous avez toutes ces photos, toutes les références des photos. D'ailleurs, j'ai demandé aussi aux prévenus, à Natacha Ray et à Amandine Roy, d'adresser cet ensemble documentaire à leur avocat au conseil, puisqu'elles sont en cassation. Donc en cassation, on a un avocat au conseil, et les avocats au conseil sont spécialisés dans les démarches pour obtenir des documents administratifs. Donc là, vous avez toutes les références, et c'est les administrations qui ne veulent pas nous donner les documents. Donc les Macron, là, sont dans la version accusatoire, et en fait, ils font référence tout simplement à une photo de Brigitte Trogneux qu'a récupérée Emmanuel Anison. Donc c'est une photo datée de 1976, donc c'est un mariage privé, et on voit Brigitte Trogneux de profil, et la reconnaissance faciale établit que c'est bien le même individu que sur la photo de 1974 qu'on vient d'analyser, et que ce n'est pas Brigitte Macron. On obtient exactement les mêmes résultats. Donc on n'a pas caché de photos à notre audience, on n'a simplement pas diffusé une photo qui n'avait aucun intérêt dans le développement, puisque c'était juste un document qui avait servi à recouper une pièce à conviction et à appuyer le fait que cette pièce à conviction était bien une pièce à conviction. Donc là, pour être tout simple, je reviens sur ces histoires de reconnaissance faciale, parce que c'est très peu compris en France, mais la reconnaissance faciale, c'est comme la climatisation, si vous voulez, ça marche. Et donc là, vous avez, donc le lien sera en description de la vidéo, tout simplement. Donc là, c'est l'interface. Donc vous rentrez à gauche votre photo de vous à 21 ans, et puis une autre photo de vous par la suite. Donc là, si une procureure, par exemple, voulait faire le test, question très féminisée, si une procureure voulait faire le test, je l'invite à prendre simplement une photo d'elle à 21 ans et une photo d'elle par la suite, et avoir les résultats obtenus, et répéter l'exercice. D'ailleurs, tout le monde peut le faire. Alors, ça sert à rien de publier des photos avec des lunettes de farce et attrape, ou de faire absolument n'importe quoi avec la machine pour prouver que ça marche pas. Vous prenez des photos au format pièce d'identité, comme nous l'avons fait, et vous verrez les résultats que vous obtiendrez, et puis vous reverrez les résultats obtenus dans le cadre de la question Brigitte Macron est-elle Brigitte Trogneux? Voilà, c'est 2 exemples que j'avais pris pour la télévision italienne, puisque j'ai été interviewé à la télévision italienne pour expliquer ça. Ils ont très bien compris. Pour eux, c'était très clair. Donc en fait, là, c'était pour répondre par avance à l'objection de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique n'est pas un marqueur. D'ailleurs, là, vous voyez en haut, en haut, j'ai volontairement pris une actrice qui est connue pour ne pas avoir fait de chirurgie esthétique, qui est Claudia Cardinal. Et en bas, c'est une actrice connue pour avoir fait de la chirurgie esthétique, qui est Sophia Loren. Et vous voyez que la reconnaissance faciale va donner 72 pour Claudia Cardinal, 79 pour Sophia Loren. Donc on est bien au-dessus du seuil d'identification. Donc maintenant, je vais montrer simplement comment le sujet a été traité à la télévision italienne, pour montrer que dès lors qu'il n'y a plus la police et la justice aux ordres du régime d'Emmanuel Macron, en fait, l'affaire devient assez évidente pour tout le monde. E voilà. Ma confrontando le foto nel software di Xi Jinping, sempre a detta di Xavier, sarebbero emerse percentuali scadenti. 54, sempre lui. Invece, incrociando le foto di Gian Michele da giovane con le foto di Brigitte Macron, oggi il risultato è il 75%. Donc la vidéo italienne nous permet d'arriver au point de réfutation des Macron, un nouveau point de réfutation des Macron, en nous expliquant que il y a une actuelle malice, puisque dans leur courrier en décembre 2025, les Macron ont écrit à Candace Owens que Jean-Michel Trogneux existait, puisqu'il était apparu
dans les cérémonies d'investiture d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022, et donc on le voyait. Donc Candace Owen a été un peu sidérée parce que c'était la première fois que pour prouver une identité dans un document judiciaire, on mettait des captures d'écran de BFM TV. Hein, c'est assez inhabituel. Et bon, tout simplement, on prenait note, donc on nous dit c'est à cet individu, Jean-Michel Trogneux. Donc ça a toujours été l'argument des Macron. Donc voilà, tout simplement. Donc on prend note. Donc encore une fois, on va tout simplement essayer de fact-checker cette affirmation. Donc jusque-là, on avait cette photo-là, et puis les photos de l'investiture. Alors j'avais essayé la reconnaissance faciale sur cette photo-là, et clairement la reconnaissance faciale me donnait un résultat autour de 50 sur Brigitte Macron et me donnait un résultat de 50 sur Jean-Michel Trogneux. C'est-à-dire que la reconnaissance faciale ne me donnait des réponses négatives pour les deux. Cet individu n'est ni Brigitte Macron ni Jean-Michel Trogneux, et pour cause, puisqu'on découvrira plus tard, en consultant les photos d'archives de la Providence, que cette photo avait été photoshopée ou en tout cas modifiée, puisque, comme on l'a vu, Jean-Michel Trogneux avait à l'époque les dents du bonheur, donc la photo avait été éditée. Donc ce sont des photos de classe de la Providence qu'on va consulter. Donc je vais en récupérer 4. Et Emmanuelle Anison, elle, de son côté, en allant à Amiens, chez des individus ayant été en classe avec Jean-Michel Trogneux, va en récupérer 2. Donc donc 2 de ces photos sont recoupées par Emmanuelle Anison, ce qui prouve que le matériel est authentique. Hein. C'est-à-dire toujours la même démarche. Recouper la photo de communiante, recouper la photo de mariage, recouper les photos de classe. Et moi, personnellement, dans le livre, je n'ai montré que les photos que j'avais récupérées. Si vous voulez qu'Emmanuelle Anison vienne montrer ces photos, il fallait la faire citer dans la plainte, puisque il y a sont cités des parties, enfin, si vous voulez, les parties, c'est les accusateurs, les Macron, et celle qui est poursuivie, c'est Candace Owens, et puis il y a des parties non relevantes, c'est-à-dire moi-même, Natacha Ray, Amandine Roy. Alors, pourquoi Amandine Roy, alors que Emmanuelle Anison a soi-disant écrit un livre pour débunker l'affaire, pourquoi elle n'est pas citée? Et puis, le fameux Jean-Michel Trogneux. Donc, voici des photos de Jean-Michel Trogneux pendant sa scolarité. Voilà. Donc là, vous voyez, sur la première, il a 8 ans. Là, il a 10 ans. Là, il a 9 ans. Donc celle-là n'est pas exploitable par la reconnaissance faciale puisqu'on n'a pas un format, je dirais, carte d'identité. Et à 11 ans, en classe de 6e. Et ensuite, il est déscolarisé en classe de 5e. Et sur la photo de 5e, il n'apparaît pas. Donc là, nous l'avons à 11 ans. Alors, là, on a des photos qui ne sont pas exploitables par la reconnaissance faciale d'une façon optimale. C'est-à-dire que ce sont des enfants qu'on va comparer avec des adultes. Si vous voulez, vous n'êtes pas sur la configuration idéale de la photo de mariage. Donc simplement, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des scores de référence, puisque ce que n'importe qui, je pense, aurait fait. C'est-à-dire le constat, c'est qu'il y a plein d'autres enfants sur les photos de classe. Donc tout simplement, on a les listes de classe qu'on trouve dans les archives de la Providence et on va googliser les camarades de classe un par un et puis voir ceux qui, sur les réseaux sociaux, ont des photos. Et ensuite, avec la reconnaissance faciale, on va tout simplement essayer de les identifier. Donc moi, j'en ai identifié à peu près un tiers qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont leurs photos. Et avec la reconnaissance faciale, j'en ai identifié quelques-uns. Et ensuite, j'ai soumis mes identifications à un des individus présents et qui a pu me confirmer que, ah oui, c'est lui, et je n'avais fait absolument aucune erreur. Donc la reconnaissance faciale, en bricolant un peu, m'avait permis d'identifier un certain nombre de camarades. Donc j'ai mis effectivement les résultats obtenus lors de mes identifications qui ont été confirmés et recoupés par un des camarades de classe de Jean-Michel Trogneux lors d'un échange de mails que j'ai évidemment archivé. Donc voilà, donc on obtient toujours des résultats qui sont à peu près à 64, 62, vous voyez, 63, 60. Or, donc dans la tranche, je dirais, normale ou haute du lot. Or, quand nous comparons avec la personne, l'individu
qui nous est présenté comme étant Jean-Michel Trogneux, donc à partir d'un panel de photos, puisque nous avons trouvé d'autres photos, nous avons fait de la veille sur les réseaux sociaux, nous avons compilé un certain nombre de photos, et en compilant ces photos, on arrive à un score qui est légèrement en dessous, c'est-à-dire de celui qu'on obtient pour les autres camarades, c'est-à-dire un score qui est en principe à peu près, je dirais, entre 4 et 6 points en dessous. Par contre, quand on compare avec Brigitte Macron, on va obtenir un score qui est très nettement au-dessus, puisque là, vous avez du high, là, vous avez du high, et puis jusqu'à des photos récentes. En bas à gauche, vous voyez une photo récente où vous obtenez du high. Donc, sur une moyenne, on a trouvé une moyenne à 62, donc qui est dans la moyenne supérieure par rapport à ce qu'on obtient pour l'individu que les Macron nous ont présenté comme Jean-Michel Trogneux. Alors, c'est pour ça que c'est pas un test qui fait foi, si vous voulez, c'est le fait que sur toutes les photos de classe, on ait obtenu ce genre de résultat. Donc, au total, il y a 4 photos de classe que j'ai trouvées, 2 photos de classe qu'a trouvé Emmanuel Anison. Donc ça forme une concordance, c'est-à-dire que les analyses convergent. Et à partir de panels de photos, en faisant des moyennes et en étudiant les résultats obtenus sur des individus qui sont également présents sur ces photos de classe. Donc ça, c'est un faisceau d'indices graves et concordants, si vous voulez. La photo de mariage, c'est une pièce à conviction. Là, vous avez un faisceau d'indices graves et concordants, d'autant que la photo originale de Jean-Michel Trogneux qui avait été diffusée dans la presse, donc la photo de famille, avait été éditée. Donc ça concorde encore sur le fait qu'il y avait un problème avec ce gamin. Et puis, alors là, c'est typiquement, ça c'est un petit test que j'avais fait à l'époque. Donc, je prends des captures d'écran, image par image, de Brigitte Macron lors de son passage sur TF1 le 7 janvier 2024 pour les pièces jaunes, et je demande simplement à la reconnaissance faciale, donc c'est du image par image, c'est pas toujours la même photo, vous voyez bien. Je lui demande est-ce que cet individu c'est Brigitte Trogneux ou est-ce que c'est Jean-Michel Trogneux, et systématiquement je vais obtenir un score à plus 15 points, plus 17 points, plus 20 points, plus 15 points. Donc un score compris entre plus 15 points et plus 20 points pour Jean-Michel Trogneux. Donc c'est simple, c'est-à-dire que quand je demande à la reconnaissance faciale est-ce que Brigitte Macron c'est Brigitte Trogneux ou est-ce que c'est Jean-Michel Trogneux, la reconnaissance faciale me répond hors de toute marge d'erreur, Brigitte Macron c'est Jean-Michel Trogneux, dans le passé. Donc là, je prends quelques exemples, puisque j'expliquais comme la climatisation, la reconnaissance faciale n'est pas encore très très bien compris. Donc là, c'était un article du Monde qui raconte une enquête dans une affaire de viol filmée à Bordeaux. Donc les enquêteurs de la section de recherche de Bordeaux commencent seulement à explorer les images de Christophe B sur lesquelles les visages d'une cinquantaine d'auteurs potentiels de violences ont été identifiés par la reconnaissance faciale. Donc là, c'est une affaire dans laquelle les enquêteurs enquêtent au moyen de la reconnaissance faciale. Et alors là, c'est une affaire qui a défrayé la chronique, c'est-à-dire que c'est un pizzaiolo bon sous tout rapport à Saint-Étienne qui a fait une photo dans la presse pour présenter cette pizzeria. Or, les autorités italiennes ont des logiciels de reconnaissance faciale qui, comment dirais-je, moulinent Internet. Et donc, cette photo est ressortie. Et eux, ils avaient cette vieille photo que vous voyez en bas à gauche de l'individu dans leur fichier. Donc, il y a énormément de différences. Alors, c'est des lunettes de soleil qu'il a. D'ailleurs, en fait, la reconnaissance faciale, le seul truc qui fait dérailler la reconnaissance faciale, c'est les lunettes de vue à forte correction. C'est pas la chirurgie esthétique, c'est pas le port du masque. Si vous portez un masque, parce qu'en fait, ce sont des points sur le visage, des espacements entre les zones du visage au travers de points. Et donc, en fait, c'est l'écart entre ces points qui va... c'est comme ça que fonctionne le logiciel. Donc, si vous avez des lunettes à forte correction, en fait, ça crée un effet loupe et ça distord les points, les espacements entre vos zones du visage. Mais les lunettes de soleil ne sont pas rédhibitoires comme le masque. C'est juste que ça la rend moins opérante, mais ça ne la fausse pas. C'est ça que je veux dire. La seule chose qui fausse la reconnaissance faciale, c'est les lunettes de vue à forte correction. Et donc là,
là, les autorités italiennes ont pu identifier que c'était en fait un mafieux de la 'Ndrangheta qui était en fuite depuis une vingtaine d'années grâce à la reconnaissance faciale, hein. Il vivait incognito depuis près de 16 ans. Cette publication l'a conduit à sa perte grâce à un logiciel de reconnaissance faciale brassant de nombreuses images, notamment publiées dans la presse. Les enquêteurs d'Interpol sont parvenus à identifier le mafieux sur l'une des photos illustrant l'article, puis à le localiser. Alors de façon très simple, moi j'ai plusieurs exemples, c'est-à-dire que sur l'assassinat de Charlie Kirk, les Américains m'ont demandé d'identifier un individu qui était présent sur la scène de crime. Donc je l'ai rentré dans une solution de reconnaissance faciale américaine qui, elle, mouline tout internet. Donc vous rentrez le visage et tout internet est mouliné, donc vous allez trouver d'autres occurrences de ce visage, hein, et à partir de ces occurrences, vous arrivez à trouver une identité et à partir de cette identité, à retracer la biographie de l'individu. Donc c'est ce genre de solution qui a été utilisée par les autorités italiennes. D'ailleurs, j'ai un de mes contacts qui était très sceptique, qui m'a dit: «Bah, essaye avec moi». Donc il me donne une de ses photos, je la rentre et en fait, ça mouline y compris les réseaux sociaux et son visage a été identifié dans un cortège gilet jaune sur une publication Facebook. Ça veut dire que potentiellement, si les autorités prennent sa photo et essayent d'établir son profil, ils vont établir qu'il a été participant au mouvement des Gilets jaunes. Il était absolument sidéré puisqu'effectivement, c'est une photo dont il ne connaissait même pas l'existence. Vous imaginez un cortège Gilets jaunes et la reconnaissance faciale l'a reconnu immédiatement dedans. D'ailleurs, un autre exemple, ce sont des relations travaillant dans le secteur de la sécurité qui un jour font une filature et c'était en fait, c'était un individu qui vivait en famille, quoi. C'était une famille nombreuse et ils partent pour filer un type. Ils avaient juste sa photo, une photo de lui sur Facebook et ils m'envoient la photo qu'ils viennent de prendre de l'individu qui s'apprête à filer et c'était vraiment le même, quoi. Ils me disent: «Essaye quand même avec ta reconnaissance faciale» et là, j'obtiens un score qui était à 65 alors que sur ce genre de configuration, j'aurais dû obtenir un résultat proche de 85 et je leur dis: «Bah non, pour moi, c'est pas lui» et là, ils me maudissent et ils me rappellent une semaine après en me disant: «Bah, heureusement que tu étais là parce que sinon, on aurait fait capoter l'opération en filant son frère». Je signale aussi un documentaire de BFM TV qui s'appelle Clearview, où eux sont allés à Clearview et ont pu tester les solutions de reconnaissance faciale et ils étaient assez sidérés. Donc c'est l'émission de BFM, Ligne rouge ou infrarouge, je sais pas comment ça s'appelle. D'ailleurs, c'est la même émission qui a fait le sujet assez ambigu, d'ailleurs, sur Brigitte Macron, puisqu'il y avait ce témoignage de Sylvie Baumel. Voilà, donc ça pour dire que l'utilisation de la reconnaissance faciale que j'ai fait est complètement contemporaine et complètement dans les règles et la reconnaissance faciale permet d'établir que la biographie de Brigitte Macron repose sur une usurpation d'identité. Donc voilà, alors là ensuite il est reproché ce tweet à Candace Owens. Donc là vous avez Brigitte Macron et puis là vous avez Jean-Michel Trogneux en 1963 à son retour d'Algérie, puisqu'on nous avait dit que Brigitte Macron avait vécu en Algérie et quand on s'est intéressé à l'Algérie, on n'a jamais trouvé Brigitte Macron, par contre on a trouvé Jean-Michel Trogneux. Et donc on a trouvé cette photo avec des traits physiques assez évidents et parlants, bien que la photo, pour le coup, ne soit pas exploitable par la reconnaissance faciale pour cause de lunettes de vue. Je sais très bien de quoi je parle, puisque moi, ça m'est arrivé à l'aéroport de Genève de ne pas passer le portique, précisément parce que j'ai des lunettes à forte correction et que le gars de la sécurité au guichet m'a demandé de les enlever. Donc je connais personnellement la limite de l'outil, donc cette photo n'a pas pu être exploitée par la reconnaissance faciale, mais elle est encore une fois concordante. Alors là, on revient sur Jean-Michel Trogneux et les preuves que cet individu, c'est bien l'individu qui présente comme étant Jean-Michel Trogneux et qu'ils ont eux-mêmes surnommé le petit gros. Puisque la première fois que je pose la question, on me répond: «Mais vous n'y pensez pas, Jean-Michel Trogneux existe, il vit à Amiens, c'est un petit gros». Donc c'est une façon assez
sympathique de présenter un membre de sa famille. Donc, au procès de Natacha Ray et Amandine Roy, le 19 juin 2024, l'avocat de Jean-Michel, donc Maître Jean Enoki, a présenté les 2 cartes électorales de Brigitte et de Jean-Michel, qui démontrent qu'ils ont tous les 2 voté aux élections européennes de juin 2024 dans différentes villes. Donc voilà. Donc pour présenter son identité, Jean Enoki, leur avocat, a brandi les cartes d'électeurs, et les documents qui avaient été remis préalablement étaient des actes d'état civil avec filiation. Donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, l'acte d'état civil de Brigitte Trogneux. Donc ont été présentés donc leurs cartes d'électeurs et les actes d'état civil avec filiation de Brigitte et Jean-Michel Trogneux. Donc ces actes d'état civil, c'est des documents d'identité que vous utilisez essentiellement quand vous passez devant le notaire. C'est devant le notaire qui vous est demandé. Donc si vous voulez, et surtout, c'est des documents d'identité qui ne comportent pas de photos. Alors j'ai fait une petite erreur la dernière fois. On appelle ce qui s'est passé, c'est que donc en fait, Natacha Ray et Amandine Roy n'étaient pas poursuivis sur le cœur du dossier, c'est-à-dire est-ce que Brigitte et Jean-Michel Trogneux, mais sur l'accusation de falsification d'actes d'état civil. Moi, j'ai pu conclure au cours de mon enquête que les états civils n'avaient pas été falsifiés, que ce n'est pas là, ce n'est pas sur ce terrain-là que s'était porté le problème, puisqu'on était, nous, dans le cadre d'une usurpation d'identité, il n'y avait pas eu besoin de trafiquer les états civils. Et donc, elles étaient poursuivies là-dessus, et à ce moment-là, en appel, il a été demandé à Maître Jean Enoki de prouver l'identité de ses clients. Parce que c'est vrai que ça semblait un peu léger, une carte d'identité et les actes d'état civil avec filiation. Et donc, à ce moment-là, il a produit donc une carte d'identité de Jean-Michel Trogneux avec la photo, effectivement, du petit gros, mais une carte d'identité périmée depuis 2 ans et un permis de conduire biométrique qui venait d'être refait. En me replongeant, c'était pas un permis de conduire qui était périmé, c'était une carte d'identité qui était périmée depuis 2 ans et un permis de conduire biométrique qui venait d'être refait, mais comme les documents venaient à tarder et que c'était une sorte de circus, le magistrat, en cour d'appel, le juge, a prononcé la relaxe contre Natacha Ray et Amandine Roy au titre de la bonne foi, puisque l'avocat ayant eu tellement de mal à prouver l'identité de ses clients, il s'est dit finalement, c'est peut-être que ces femmes-là, l'excuse de bonne foi est recevable. Donc là, on a l'épisode de la carte électorale qui est présentée comme une preuve par les Macron, alors que c'est justement un des épisodes les plus pathétiques pour eux dans cette affaire. Alors voilà, dans la demande de rétractation de décembre 2025, donc toujours le premier document, puisqu'en fait l'actuelle malice repose sur le fait que des documents ont été envoyés à Candace Owens et qu'elle n'en aurait pas tenu compte. Donc dans la rétractation de décembre, Candace Owens a donc été informée que Jean-Michel Trogneux est en vie et qu'il vit et qu'il est en pleine forme et qu'il vit à Amiens. Emmanuelle Anison, une journaliste pour l'Orps. Non, c'est l'Obs, enfin le Nouvel Observateur, devenu l'Obs, redevenu le Nouvel Obs, c'est pas l'Orps. Magazine a rapporté être entré en contact avec lui à Amiens en septembre 2023. Cela était aussi inclus dans l'article du Daily Mail de 2024. En fait, Madame Anison a écrit un livre entier pour débunker la campagne de désinformation au sujet de Madame Macron. Mais de façon choquante, Owen cite Madame Anison, le livre de Madame Anison, dans sa série. Voilà, donc de façon choquante, Emmanuelle Anison en vient à citer le livre d'Emmanuelle Anison. Alors là, je me répète, mais c'est vraiment un point fondamental, c'est-à-dire que si Emmanuelle Anison a écrit un livre pour débunker l'affaire, il faut la citer dans la plainte. On ne peut pas dire elle a écrit un livre pour débunker l'affaire et pas la citer dans la plainte. Et par contre, on cite Amandine Roy qui s'est contentée d'interviewer Natacha Ray. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, les Macron nous expliquent que Emmanuelle Anison a rencontré Jean-Michel Trogneux
donc le personnage que les Macron présentent comme étant né Jean-Michel Trogneux le 11 février 1945 à Amiens, que la reconnaissance faciale infirme à partir de 6 photos, plus 2 autres photos, une non exploitable par la reconnaissance faciale et une parce qu'elle a été éditée et photoshopée par les Macron. Donc, voilà, donc en fait, on a 8 photos concordantes. Je ne sais pas combien de photos concordantes dans l'individu il faut pour procéder à une identification. On a 8 photos concordantes, donc Emmanuel Lanison raconte quand même sa rencontre avec le personnage que les Macron présentent comme étant né Jean-Michel Trogneux le 11 février 1945. Donc pourquoi ne pas couper court à tout cela en glissant, mine de rien, une photo de famille dans les pages de Paris Match? Ou pourquoi ne pas profiter de ce livre pour répondre? Donc son livre, L'affaire Madame. Donc là, elle pose la question, c'est-à-dire pourquoi il n'y a rien qui vient? C'est-à-dire que si c'est les preuves, il fallait les apporter au moment où Emmanuel Lanison... si c'était faux, les preuves, fallait les donner à Emmanuel Lanison au moment où elle rédigeait son livre. Et c'était fini. Mais comme vous l'avez vu, Emmanuel Lanison a récupéré des pièces qui ont permis de recouper toutes les pièces à conviction et qui ont prouvé qu'en vérité, l'affaire était vraie et que Natacha Ray avait globalement vu juste. Les biographes de Brigitte Macron m'avaient prévenu que la famille Trogneux était mutique. J'ai malgré tout essayé. En juin 2023, j'ai croisé brièvement Jean-Alexandre, le neveu de Brigitte. Retenez bien ce nom, Jean-Alexandre, le neveu de Brigitte, qui a régné sur l'entreprise familiale jusqu'à très récemment, avant d'en laisser les rênes à son fils. Il était venu à un procès de gilets jaunes, jugé pour avoir agressé son fils devant la boutique, lors d'une manifestation. Toujours cette violence. Cheveux mi-longs et visage bronzé. Jean, jean et veste à la décontraction chic, Jean-Alexandre est resté très discret pendant le procès. Et il a décliné ma demande d'entretien en lâchant juste après un long soupir. Vous savez, nous sommes tous phagocytés par cette histoire. Alors j'ai contacté Emmanuel Lanison, je lui ai dit, mais de quelle histoire il parle? Il me dit, ah oui, il parle bien de l'affaire Jean-Michel Trogneux. Donc, si dans votre famille, on vous dit que un de vos oncles, c'est votre tante, ou inversement, vous êtes tous phagocytés par cette affaire. C'est toujours pour mesurer le niveau de folie, il faut juste appliquer ce qui leur arrive à soi. C'est-à-dire, comme pour la reconnaissance faciale, essayez d'imaginer qu'on dise que votre tante, c'est votre oncle, si ma tante en avait, etc. Est-ce que vous êtes tous phagocytés? Quand même redescendre, quoi. Donc, mes demandes auprès de Jean-Michel Trogneux sont restées vaines. Donc, il refuse de répondre. Sont restées vaines, elles aussi. Un soir de septembre 2023, j'ai réussi à le croiser à Amiens alors qu'il sortait d'un bar PMU. Voilà, donc c'est ça la rencontre, puisque là on nous dit Emmanuel Lanison a pris contact avec lui en septembre 2023, mais c'est pas exactement ce qu'elle raconte dans son livre. Elle raconte qu'on a le cousin où ils disent que toute la famille est phagocytée par cette histoire, et elle croise un type qu'on lui a présenté comme étant Jean-Michel Trogneux devant un bar PMU. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'écrit Lanison. Donc, ça n'a rien à voir avec un débunkage. Alors, le cas Lanison nous permet aussi de nous replonger dans un épisode, puisqu'en fait, le livre d'Emmanuel Lanison a donné lieu, en fait, c'est le livre d'Emmanuel Lanison, ce que peu de gens comprennent, c'est que le livre d'Emmanuel Lanison a fait péter un câble à Macron. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, là, on est le 8 mars 2024, c'est-à-dire qu'à l'époque, Zoé Sagan médiatise l'affaire via son compte X sur les réseaux sociaux. Emmanuel Lanison s'apprête à sortir un livre. Le livre doit sortir dans 3 semaines et sans doute l'Élysée a eu accès aux épreuves et c'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron prend la parole sur TF1. Je vous laisse revoir cette intervention. Le pire, je ne sais pas moi de le qualifier parce que c'est elle qui l'a vécu, mais quand vous avez... D'abord, il y a des petits gestes du quotidien et les vexations et les humiliations qui sont insupportables et qui continuent d'exister dans le comportement de certains. Et après, je pense que les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que oui, j'en dirai pas plus. Je pensais au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. Donc, sur l'extrait d'Emmanuel Macron que vous venez de voir, vous avez 2 choses. Vous avez ceux qui disent que ma femme est un homme et ceux qui finissent par y croire et qui s'immiscent dans votre intimité. À qui fait référence Emmanuel Macron quand il dit
ceux qui finissent par y croire et s'immiscent dans notre intimité. Et bien à ce moment-là, figurez-vous qu'Emmanuelle Alison, qui allait sortir un livre pour soi-disant débunker l'affaire, s'est sentie visée, comme elle l'a raconté en avril 2024, au micro de Christophe Barbier sur Radio J. Là, il y a cette réponse d'Emmanuel Macron qui est très surprenante et qui est assez difficile d'expliquer. Peut-être, alors il savait que le livre allait sortir, peut-être que c'était aussi une manière d'y réagir d'office. Voilà, donc Emmanuelle Alison, elle a pris cette sortie d'Emmanuel Macron comme une réaction préventive à la sortie de son livre. Donc ça veut bien dire qu'elle s'est sentie visée quand Emmanuel Macron a désigné ceux qui finissent par y croire et qui s'immiscent dans votre intimité, puisqu'effectivement, Emmanuelle Alison, à la fin, était allé voir Jean Enoki en demandant simplement, c'est pas possible d'avoir 2-3 photos. Alors, Emmanuelle Alison va nous parler maintenant de sa rencontre avec Jean-Michel Trogneux, ou plutôt du petit gros que les Macron présentent comme étant Jean-Michel Trogneux. Vous verrez, elle n'arrive même pas à dire qu'elle a rencontré Jean-Michel Trogneux, elle dit un Jean-Michel Trogneux. Donc j'ai rencontré un Jean-Michel Trogneux. Je vous laisse écouter. Il y a un Jean-Michel Trogneux qui existe vraiment, qui habite Amiens, qui est le frère officiel de Brigitte Macron, mais qui est d'une très très grande discrétion. Moi-même, je l'ai croisé, je suis allée voir à Amiens. Voilà, donc il est d'une très très grande discrétion et c'est donc un Jean-Michel Trogneux qui est le frère officiel. Donc en fait, c'est-à-dire que si vous voulez, elle a écrit un livre pour débunker l'affaire, que j'invite tout le monde à lire, il faut vraiment le lire. Si vous voulez, vous lisez Becoming Brigitte, vous lisez La plainte des Macron et vous lisez le livre d'Emmanuelle Alison, L'affaire Madame, et vous faites votre idée. Mais enfin, si vous voulez, elle est censée avoir écrit un livre, elle dit un Jean-Michel Trogneux qui est le frère officiel. Enfin, si vous voulez, ça ressemble à rien, ça lui arrache... Désolé de vulgaire, mais ça lui arrache la gueule de dire Jean-Michel Trogneux existe, il habite à Amiens, je l'ai rencontré. Non, un Jean-Michel Trogneux qui est le frère officiel, mais qui est très discret, qui met 3 pieds dans l'eau. Enfin, on voit que c'est quand même très, très compliqué. Donc enfin, je citerai cette interview de Jean-Alexandre Trogneux. Alors Jean-Alexandre Trogneux, c'est celui qui a été cité par Emmanuelle Alison, qui a refusé de lui répondre, en lui disant simplement que toute la famille avait été phagocytée par cette affaire. Donc voilà Jean-Alexandre Trogneux, donc le neveu de Brigitte Macron, le chef de la famille Trogneux. Ils sont tous phagocytés par cette affaire. Et alors voilà ce qu'il a dit récemment, le mois dernier, dans un podcast qui est le podcast de l'épouse de Xavier Bertrand, qui s'exprime encore une fois au sujet de l'affaire. On n'imaginait pas que ça ferait un tel chamboulement. On ne se rend pas compte, mais à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, avec la presse qui devient de plus en plus présente, tout va beaucoup plus vite. Donc, je pense qu'il y a 3 ou 4 mandats en arrière, ça n'aurait peut-être pas du tout été la même chose. On a appris des dizaines d'années après que Mitterrand avait une maîtresse, Voilà, donc Mitterrand avait une maîtresse. Donc ça, c'était vrai. Mais on l'a appris après. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc le problème, c'est les réseaux sociaux et la vitesse de l'information qui fait que des choses qu'on aurait su après, c'est-à-dire des secrets d'État, on les sait pendant le mandat. Voilà, c'est ça qui nous explique en substance. que Chirac claquait des fortunes en vacances, que Giscard s'était tapé les Didi. Enfin, j'ose à peine y croire, mais bon, bref. Non, mais voilà. J'étais pas J'ai là. souri, c'était une blague. Je sais pas. Voilà, mais Je ne confirme on rien. peut subodorer des choses à l'époque, mais là, maintenant, plus personne ne peut tricher sur quoi que ce soit. L'information va Plus personne ne peut tricher sur quoi que ce soit. L'information va trop vite. trop vite. Et donc, tout le monde est embarqué dans la cabane. Donc voilà, vous avez ce livre, L'affaire Madame, que je ne peux qu'encourager à lire. Et honnêtement, l'aveu des Macron, c'est qu'elle n'est pas citée dans les parties non relevantes. C'est-à-dire que logiquement, il devrait y avoir, pourquoi pas moi, pourquoi pas Natacha Ray, à la limite, pourquoi pas. Mais il devrait y avoir Anison, puisque Anison est citée comme celle qui a débunké l'affaire. C'est-à-dire que, sous-entendu, l'affaire a été intégralement débunkée, donc vous avez vu ce qu'il en était donc d'Emmanuelle Anison, qui s'est senti visée quand Emmanuel Macron a parlé de ceux qui finissent par y croire, qui n'est même pas capable de dire qu'elle a rencontré Jean-Michel Trogneux à Amiens, puisqu'elle dit un Jean-Michel Trogneux, le frère officiel. Et puis Jean-Alexandre Trogneux,
le neveu de Brigitte, qui lui dit que toute la famille est phagocytée par cette affaire et que le problème, en fait, c'est les réseaux sociaux et la rapidité de circulation de l'information, puisque dans les précédents mandats des présidents de la République, on avait su les secrets d'État après la fin des mandats. Voilà, donc ce qu'il y en est du passage sur la manualisation, mais qui mérite d'être précisé parce que effectivement le public américain n'est pas au courant de tous ces détails, donc c'est pourquoi la vidéo est sous-titrée et qu'elle est pensée comme étant un document qui pourrait être diffusé directement devant la cour du Delaware, bien que ce procès, effectivement, je pense honnêtement, n'aura pas lieu. Mais s'il devait avoir lieu, cette intervention pourrait être diffusée telle quelle. Alors cela dit, c'est quand même toujours ce problème des Macron, c'est de ne pas comprendre certaines choses, c'est-à-dire qu'on est à l'ère de l'IA. Aujourd'hui, le livre d'Emmanuel Anison, je l'ai en PDF, je le mets dans une IA et j'envoie aux Américains, et ce qui a d'ailleurs déjà été fait dans le cadre de Becoming Brigitte. Et donc, évidemment, Candace Owens a lu le livre d'Emmanuel Anison, ou en tout cas des extraits, et c'est pour ça qu'elle s'est permis, effectivement, de le citer. D'ailleurs, ce livre contient des passages complètement dingues, puisque quand on reprend les conclusions auxquelles on arrive, c'est-à-dire qu'on a cet état civil avec deux individus, Brigitte Trogneux, épouse Osière, et Brigitte Osière, épouse Macron, donc usurpation d'identité, et nous avons un personnage qui fait le lien entre les deux parties de l'état civil, qui est André Osière. Donc André Osière devient donc le principal témoin de l'affaire. En fait, André Osière était le principal témoin de l'affaire, et la première photo de lui est sortie en avril 2019, trouvée donc par Sylvie Baumel, donc la photo de mariage. Depuis, on a eu la photo de lui sur son faire-part de décès en maillot de bain. Bon, c'était baroque, mais c'était bien lui, et depuis, les filles Laurence et Tiffaine ont diffusé des photos de lui sur leur compte Instagram, des photos de lui pour la fête des pères. Clairement, pour la fête des mères, on n'a pas eu droit à des photos d'archives. Enfin, passons. Donc, André Osière était le principal témoin, puisqu'il fait la jonction entre les deux parties, entre Brigitte Trogneux et Brigitte Macron, sur l'état civil. Donc, c'est le principal témoin. Et voici ce qu'écrit Emmanuel Anison. André Osière, selon son acte de décès, est mort le 24 décembre 2019 à l'hôpital Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris, à l'âge de 68 ans. D'après Jean-Louis, mon cousin, sa compagne aurait retrouvé des billets, donc la dernière compagne d'André Osière. La compagne aurait retrouvé des billets pour l'Afrique dans la poche de sa veste et un sac avec beaucoup d'argent dedans. Il avait vidé ses comptes en banque, organisé son départ en douce, il rêvait tellement d'y retourner. Si ce qu'on a raconté à Jean-Louis est vrai, la réalité dépasse parfois l'imagination, même celle des défiants. Emmanuel Anison nous explique que, au moment où le principal témoin de ce qui est une affaire d'État est sorti, il est mort, donc son nom sort, on commence à reconstruire sa biographie, c'est à ce moment-là qu'il meurt, et au moment où il meurt, il avait vidé ses comptes en banque, et il s'apprêtait à partir en Afrique, donc il se savait menacé. Voilà ce qu'établit, voilà le genre d'informations qui sont disponibles dans le livre d'Emmanuel Anison, et qui sont évidemment reproduits dans Devenir Brigitte. Donc voilà l'arbre généalogique de la famille Trogneux qu'on obtient en croisant les états civils et les évaluations de Face++, c'est-à-dire que vous avez Jean et Simone Trogneux avec des enfants, donc Jean-Michel Trogneux et Brigitte Trogneux. Donc les enfants de Jean-Michel Trogneux n'ont pas été élevés par Jean-Michel Trogneux, mais par un homme, un assureur amiénois très important qui s'appelle Albin Lello de la Simone. Voilà. Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, est effectivement le référent maternel de Sébastien, Laurence et Tiffaine Osière. Elle les a effectivement éduqués. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est leur référent maternel, mais biologiquement, c'est leur oncle. Voilà, selon les estimations de la reconnaissance faciale, recoupées et recroisées avec les états civils. Voilà ce qu'on obtient et voilà ce à quoi nous concluons. Alors, la plainte se poursuit. Alors, malgré tous ces faits indiscutables qui vont tous vers la conclusion que le président et Madame Macron n'ont pas menti sur leur identité ni sur leur histoire.
on vient voir précisément que qu'ils aient menti sur leur histoire, c'est une évidence, c'est contesté absolument par personne, donc là vous mentez, et que vous ayez menti sur votre identité, on a un faisceau d'indices graves et concordants et des pièces à conviction qui permettent de l'affirmer. Et donc, Candace Owens n'a pas tenu compte donc, de toutes ces preuves que les Macron n'ont jamais menti sur leur histoire ni sur leur identité, et elle a créé un cirque médiatique, ce dont est accusée Candace Owens. Donc, si vous voulez, c'est assez dérisoire. Alors, malgré les demandes de rétractation, en fait, les demandes de rétractation sont la preuve de l'actuelle malice. Donc, l'actuelle malice, c'est vous savez que ce que vous dites est faux, mais vous le dites quand même. Et les demandes de rétractation ne comprenaient que des pièces qui soit sont débunkées dans Becoming Brigitte, soit dans leur analyse objective prouvent la thèse défendue par Becoming Brigitte, qui est une affirmation. C'est même pas une thèse, ce sont des faits établis. Voilà, donc là, ensuite, il y a une liste des affirmations de Candace Owens. Alors, il y en a 2 qui ont retenu mon attention. Tout est brouillon, c'est un peu n'importe quoi, mais que les Macron seraient engagés dans une histoire d'inceste, c'est-à-dire que leur histoire relèverait de l'inceste, et qu'ils seraient le produit du programme MK Ultra. Alors ça, c'est les deux gros point sur lequel appuie la plainte pour souligner l'actuelle malice, puisqu'effectivement, c'est des expressions qui ne sont pas utilisées noir sur blanc dans Becoming Brigitte. Alors, cela dit, c'est pas parce que c'est pas souligné noir sur blanc dans Becoming Brigitte qu'on n'a pas le droit de poser la question. Et d'ailleurs, en fait, Candace Owens s'est contentée dans les 2 cas de poser la question, comme je vais le démontrer, et à partir d'éléments qui permettent de poser la question. Alors, pourquoi elle parle d'inceste? Donc, elle présente la photo de Jean-Jacques Trogneux, donc le fils de Jean-Michel Trogneux, et elle parle de sa ressemblance avec Emmanuel Macron. Donc, on parle de ça. Donc, ça, c'est Jean-Jacques Trogneux, le fils de Jean-Michel Trogneux, et puis ça, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Donc, bon, les internautes soulignent tous, sur les réseaux sociaux, une ressemblance qui est étonnante. Surtout, moi, c'est ce que j'écris d'ailleurs, je dis à l'état civil, Jean-Michel Trogneux n'est pas l'épouse d'Emmanuel Macron, sinon il se serait appelé Jean-Michel Macron. Or, Jean-Michel Macron n'est pas l'épouse d'Emmanuel Macron, mais son père. Voilà, donc c'est ça qu'il faut mûrir comme réflexion. Donc, to reinforce this, she claimed Jean-Jacques Trogneux looks almost identical to Emmanuel Macron. Donc elle dit, nous avons potentiellement affaire à une affaire d'inceste, c'est potentiellement une affaire d'inceste, et pour renforcer sa déclaration, elle affirme que Jean-Jacques Trogneux, ouvrez les guillemets, ressemble presque à l'identique à Emmanuel Macron. Donc ça, c'est considéré comme une accusation d'inceste. Non, elle dit simplement que on peut se poser une question si c'est pas une affaire d'inceste, vu la ressemblance physique frappante entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques Trogneux. Alors, on peut trouver ça un peu léger, mais je dois dire que, si vous voulez, pour prouver la filiation, qu'est-ce que nous disent par ailleurs les Macron dans la plainte? Ils nous disent elle ne croit pas à la filiation biologique entre Brigitte Macron d'une part et Laurence et Tiffaine Auzière, puisqu'en fait, ce que nous établissons, c'est que ce sont biologiquement ses neveux, même si Brigitte est leur référent maternel, mais ce sont biologiquement ses neveux. Mais là, pour prouver que ce sont bien les filles biologiques de Brigitte Macron, on nous dit la ressemblance frappante entre elle et ses filles. Donc, si vous voulez, on ne peut pas poursuivre quelqu'un parce qu'il souligne une ressemblance physique frappante et répondre par une autre ressemblance physique frappante. Si vous voulez, c'est pas un argument, c'est pas du tout un argument scientifique. Bon, alors je ne dis pas qu'il y ait une ressemblance physique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un air de famille. Toutefois, je note qu'il y a quand même une différence importante de volume de tête. Enfin bon, ce qui est important, c'est que la réponse des Macron à la ressemblance physique soulignée par Candace Owens n'est jamais qu'une autre ressemblance physique. Il n'y a rien de scientifique. Donc sur l'inceste,
Je vais juste prendre des citations des 2 derniers présidents de la République, c'est-à-dire François Hollande et Emmanuel Macron lui-même. Donc, qu'est-ce que dit le François Hollande, qui les a vus arriver, qui a côtoyé intimement les Macron? Lui dit: «Ils sont leurs racines réciproques». Donc c'est cité par Gaël Tchekalov dans un livre qui s'appelle Tant qu'on est tous les deux, publié chez Flammarion en 2021. Donc ils sont leurs racines réciproques. Hein, c'est assez parlé. Et donc là, la deuxième citation, c'est Emmanuel Macron qui se raconte et qui raconte sa rencontre avec Brigitte, parce qu'en fait, il n'en finit pas de raconter sa rencontre avec Brigitte, ou est-ce l'inverse d'ailleurs? Hein, est-ce l'inverse? Nous parlions de tout et je découvrais que nous nous étions toujours connus. Donc nous, on était restés à 14, on découvre que c'est 13, et puis peut-être qu'on a déjà tout sous les yeux depuis le début, puisque Emmanuel Macron explique « Je découvrais que nous nous étions toujours connus ». Hein? Donc depuis quand? Depuis quand et pourquoi vous vous étiez toujours connus? Donc là, si la reine des preuves, c'est l'aveu, c'est pour ça que moi je parle de pièces à conviction, parce que je dis toujours la reine des preuves, c'est l'aveu, et l'aveu, on sait comment ça s'obtient, et moi je suis pas geôlier dans une prison moyenne-orientale. Mais là, pour le coup, on a un drôle d'aveu. Hein, nous parlions de tout, et je découvrais que nous étions toujours connus. Donc Emmanuel Macron, quand il s'est mis à fréquenter Brigitte, a découvert qu'ils s'étaient toujours connus. Donc pour conclure sur cette histoire d'inceste, je vais simplement montrer un document qui est une audition à l'Assemblée nationale qui s'est produite donc dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Là, c'est pas un podcast dans un pays étranger, c'est dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, lors de la commission d'enquête parlementaire sur l'inceste. Une auteure qui s'appelle Cécile C a expliqué les mécanismes de l'inceste sur lesquels elle a beaucoup travaillé. Et figurez-vous qui elle a cité? Elle a cité Emmanuel et Brigitte Macron. Alors est-ce que Cécile C est poursuivie pour s'être posé cette question que finalement beaucoup de gens se posent? Nous vivons sous la présidence d'un homme dont tout le monde sait qu'il a été séduit mineur par une femme adulte. C'est une situation qu'une politique publique de prévention des violences sexuelles devrait nommer comme délictueuse. Au lieu de quoi, la puissance du régime présidentiel impose à toutes le silence, la banalisation, la romantisation à travers des livres et la normalisation d'une situation anormale. C'est un exemple typique de culture de l'inceste qui régit non seulement les familles incestueuses, mais également toute une société bâtie sur l'écrasement d'une large minorité de sa population. Donc voilà, Cécile C, ça se passe de commentaires. Donc le passage sur l'inceste, bon, on a une sorte d'aveu d'Emmanuel Macron. En contrepartie, les preuves apportées pour prouver la filiation biologique entre Brigitte Macron, Laurence et Tiffaine Auzière et une simple ressemblance physique. Donc à une ressemblance physique peut répondre une ressemblance physique. Nous avons la déclaration d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il a découvert en fréquentant Brigitte qu'il l'avait toujours connue. Et nous avons dans l'enceinte de la représentation nationale une intervenante qui apportait exactement le même type d'accusation. D'ailleurs, en développant un concept très intéressant qui est le concept d'exhibé caché, hein, qui est en fait le criminel qui revient toujours sur les lieux du crime. Donc il y a toujours cette façon de cacher, et c'est exactement cette plainte d'ailleurs. Hein. Plainte est en soi un aveu, tout en niant. Hein, on exhibe pour cacher. Hein. C'est le concept qu'a développé Cécile C et qui est très pertinent pour comprendre la psychologie des Macron et cet exhibitionnisme forcené qui aujourd'hui les pousse justement à engager la France devant la justice du Delaware à partir d'une affaire qui relève de leur histoire privée. Donc on poursuit sur les accusations fausses et diffamatoires de Candace Owens, qu'il a été sélectionné spécialement, donc abusé et sélectionné pour devenir le leader de la France, hein, par on ne sait quel groupe secret d'élite qui le contrôlerait. Donc Emmanuel Macron, donc là c'est l'accusation de Candace Owens, c'est un résumé hein, de l'accusation. Donc en fait c'est faut voir les propos précis, voilà. Mais rien qu'en se tenant à ce résumé accusatoire, donc Emmanuel Macron a été propulsé sur le devant de la scène par des groupes élitistes, alors que son histoire était basée sur un détournement de mineurs et que Brigitte Macron semble avoir l'ascendant psychologique sur lui. Donc là, ça renvoie
encore une fois, à l'accusation de MKUltra. Alors, je vais simplement citer un extrait d'un livre de Marc Andevelde, qui est un journaliste de gauche, et qui résume à peu près ce qui est reproché à Candace Owens. C'est lors d'un dîner chez Alain Minc, à l'été 2014, que la future première dame a estimé que son mari devait se jeter dans le grand bain de la présidentielle dès 2017 et ne pas attendre 2022, comme de nombreuses personnes lui conseillaient alors, car son âge, disait-elle, deviendrait un handicap indépassable pour le couple. On ne peut pas attendre 2022, car on a un énorme problème. Le problème, c'est moi, c'est ma gueule, donc il faut accélérer. Ils sont un seul, remarque un intime du couple. Elle a sûrement une ambition politique plus forte que lui, ose un autre. Ses confidences en disent long sur son véritable rôle éloigné des plans com élaborés pour la presse people et audiovisuelle. De nombreux participants à la campagne s'en sont vite aperçus. L'un d'entre eux va même encore plus loin dans l'analyse. Brigitte a créé l'homme, l'envie, l'être qu'il est. Le phénomène, la machine Macron, elle l'a pensé. Elle a senti un potentiel quand il était jeune et lui a donné un destin. Il lui doit tout. Emmanuel Macron ne dit pas autre chose lorsqu'il remercie sa femme le soir du premier tour par ces mots qu'on croirait sortis d'un soap-opéra, à Brigitte, toujours présente et encore davantage, sans laquelle je ne serais pas moi. Donc c'est un dîner privé chez Alain Minc, donc là les groupes sont pas si occultes que ça, puisque Alain Minc est le DRH officieux de la banque Rothschild et le grand Manitou des mécano-industriels du capitalisme français depuis une 50aine d'années, donc les forces occultes ne sont pas tant que ça, et c'est au cours de ce dîner que va se décider, nous dit-on, la candidature de 2017 avec un personnage, Brigitte, qui a le contrôle sur la vie d'Emmanuel Macron. Donc le livre s'appelle Le Grand Manipulateur, donc est-ce que ce ne serait pas le grand manipulé, en parlant d'Emmanuel Macron, donc Le Grand Manipulateur de Marc Andevelde, paru chez Stock en 2019. Donc là, je vais citer une autre source qui accrédite ce qui est dénoncé dans la plainte comme étant le contrôle mental qu'exercerait Brigitte Macron sur Emmanuel et dénoncé de façon métaphorique, puisque c'est très présent dans l'imaginaire américain, par Candace Owens. Alors peut-être découvrira-t-on un jour que Candace Owens avait juste et qu'effectivement Brigitte Macron, puisqu'il y a des trous visiblement dans son passé, a participé à des expériences du renseignement américain. Alors là, pour l'instant, moi, j'ai pas suffisamment d'éléments pour l'affirmer, mais sait-on jamais, qu'est-ce qu'on découvrira un jour. Mais pour l'instant, on a des sources RTBF, donc la radio et télévision publique belge, qui rapporte les propos d'une ancienne élève de Brigitte. Ce serait comme si elle devenait elle-même présidente. Son mari me donne l'impression d'être sa marionnette dont elle tirerait les ficelles. Je reconnais d'ailleurs sa pugnacité et son perfectionnisme à travers lui. Je pense que c'est elle qui l'a façonné pour en arriver là où il se trouve. Voilà, donc encore une fois, tout ça fait consensus. Et pour revenir aux groupes occultes qui auraient mis ce couple basé sur un détournement de mineurs et sur une usurpation d'identité au pouvoir pour mieux les contrôler, puisque vous avez des leviers de chantage de cette nature, vous contrôlez les hommes politiques. Donc The Calculated Rise of Emmanuel Macron, donc l'article du Wall Street Journal qui est le portrait d'Emmanuel Macron lors de son élection et de son élection. The Calculated Rise, ça veut dire l'ascension programmée. Donc la question, c'est programmé par qui? Et la réponse, nous l'avons eue récemment dans les mails de Jeffrey Epstein, puisqu'Emmanuel Macron est présenté dans ce mail à Jeffrey Epstein comme celui qui veut diriger l'Europe, peut-être même le monde. Voilà, donc tout ça est très sourcé et très inquiétant. Donc là, est reproché à Candace Owens d'avoir expliqué qu'Emmanuel Macron était un candidat mandchou. Et qu'il n'avait pas de pouvoir. Alors, le candidat mandchou, c'est une référence à un classique du cinéma américain qui raconte l'histoire d'un candidat qui est programmé mentalement pour devenir président et qui est manipulé mentalement donc par le complexe militaro-industriel américain et qui s'appuie pour exercer ce contrôle mental sur sa mère, la mère de cet homme politique américain. Et c'est un classique du cinéma américain. Il y a 2 éditions, un film des années 60 avec Frank Sinatra, et puis un remake de 2004. Moi, je recommande clairement le remake, qui est un excellent film,
Donc en français, ça s'appelle Un crime dans la tête, américain, The Manchurian Candidate, et le remake, vous avez Denzel Washington et Meryl Streep. Et n'importe qui regardera ce film pensera évidemment à Emmanuel Macron. Donc là, Candace Owens s'est poursuivie pour avoir dit que l'histoire d'Emmanuel Macron lui rappelait l'histoire du candidat Mandchou. J'invite les auditeurs à revoir ce film, et tout le monde, en voyant ce film, pense évidemment à Emmanuel Macron. Donc là, on revient encore sur l'histoire des sources. Alors, les sources, ce serait une voyante, donc Natacha Ray, donc une voyante, donc Amandine Roy. Amandine Roy est médium, mais ce n'est pas une source. Elle s'est contentée de faire l'interview de Natacha Ray, et Natacha Ray n'est pas une détective amateur, c'est une citoyenne ordinaire qui a posté un assemblage qui avait l'intime conviction que Brigitte Macron était née sous l'identité de Jean-Michel Trogneux et qu'elle était en vérité son frère, donc il y avait un problème sur cette identité, mais elle n'est pas la source de Candace Owens sur Becoming Brigitte, et elle n'est pas non plus ma source, c'est-à-dire que j'ai simplement couvert son affaire de façon honnête, ça m'a coûté très cher, et en plus, je suis arrivé aux conclusions en m'appuyant sur des documents qui avaient déjà été récupérés par des journalistes mainstream, Virginie Linhart, Sylvie Baumel, en recoupant ces pièces-là avec les pièces, en collectant des pièces, donc par moi-même ou par l'intermédiaire d'Emmanuel Anison, qui a écrit, soi-disant, un livre pour débunker l'affaire, mais qui n'est pas cité parmi les parties importantes dans la plainte, et pour cause, comme nous l'avons vu. Et donc j'ai recoupé, et puis j'ai conclu moi, nous avons recoupé les pièces, et j'ai conclu moi, que Natacha Ray avait globalement raison. Mais Natacha Ray est en aucun cas ce qu'on appelle une source. Quand vous couvrez une affaire, la personne dont vous couvrez l'affaire n'est pas une source. Quand vous couvrez le procès de Nicolas Sarkozy et Claude Guéant ne sont pas des sources. Vous couvrez une affaire. Donc l'affaire Trogneux, qui sont les poursuites engagées par les familles Ozière et Trogneux contre Natacha Ray, qui en substance affirmait que Brigitte Macron était née sous l'identité de Jean-Michel Trogneux. Donc c'est moi la first source. Donc là, on a encore le bullshit de Natacha Ray et Amandine Roy. Et donc Xavier Poussard, qui est l'ancien rédacteur de Faits et Documents, une lettre d'information connue pour son antisémitisme et ses théories du complot. Voilà, donc ce qui décrédite, puisqu'en fait, je serais connu pour mon antisémitisme, ce qui discrédite, puisque je serais connu pour mon antisémitisme et mes théories du complot. Donc en fait, il n'y a rien contre moi, il y a simplement une accusation d'antisémitisme. Alors, je vais simplement passer, pour expliquer à quel point c'est absurde, un extrait d'une interview de Paul Amar. Alors pourquoi Paul Amar ? Parce que Paul Amar n'a rien à voir politiquement, ni avec moi, ni avec Candace Owens. Et pourtant, nous allons écouter ses propos. Emmanuel Macron doit sa carrière au Rothschild. Son logiciel, c'est Fusion-Acquisition. Il n'a jamais perdu ce logiciel. Il est resté un businessman, et là, il est en train de travailler pour ses propres amis. Je n'en dirai pas plus. Emmanuel Macron fait le beau, le shérif, c'est quasiment le western, face à Poutine. Vous vous rendez compte la fermeté qui est la sienne face à un homme qui peut nous envoyer un missile quand même sur la France. Il ne dit rien face à l'Algérie. Boualem Sansal, ce magnifique écrivain qui va peut-être mourir en prison, il ne fait rien pour le libérer. Posez-vous pour le coup la question. Pourquoi se tait-il ? Alors pourquoi ? Parce que l'Algérie fait pression sur lui. Parce que l'Algérie a les moyens de faire pression sur M. Macron. Quels moyens ? Donc voilà, à la fin, effectivement, sur le plateau de CNews, Paul Amar est coupé, mais on voit bien qu'il fait effectivement référence au passé algérois de Brigitte, qui est une des pièces à conviction de ce dossier. Donc qu'est-ce que nous dit Paul Amar ? Paul Amar nous dit que Emmanuel Macron doit sa carrière au Rothschild et qu'il est contrôlé par des puissances étrangères de par le passé de Brigitte Macron. C'est-à-dire exactement ce que dit Candace Owens, exactement ce que je dis. Pourtant, Paul Amar, politiquement, il est à l'opposé de ce qu'incarne Candace Owens ou de ce que je peux incarner, puisque Paul Amar a été le directeur, je crois, des programmes ou le directeur de l'antenne de Even Cat News, qui était la chaîne israélienne pour le public francophone de Patrick Drahi. Donc Paul Amar est complètement éloigné de nous, mais si on veut
Hannah Arendt a un concept qui s'appelle avoir des mondes communs. Et le monde commun, ce sont les faits. Et les faits, ils sont indiscutables. Et ils sont indiscutables pour Candace Owen, pour Xavier Poussard, comme pour Paul Amar. Et donc, dans cette plainte, venir glisser la question de l'antisémitisme, c'est-à-dire, en gros, de la question juive, c'est vraiment hors de propos. Et de la part de Macron et de ceux qui les ont placés au pouvoir, c'est dégueulasse dans un premier temps, cette instrumentalisation de la question juive et de l'antisémitisme, mais à terme, c'est même dangereux. Hein, c'est même dangereux. Donc, arrêtez ce chantage, et beaucoup de juifs, d'ailleurs, ne sont pas dupes. C'est sur ça que je voulais, sur cet élément que je voulais conclure. Donc voilà, tous les éléments dans la plainte d'Emmanuel et Brigitte Macron sont soit mensongers, soit bancals, soit de mauvaise foi. Tout est déjà débunké dans Becoming Brigitte, à faire découvrir autour de soi, à redécouvrir ou à offrir, et à faire à suivre avec l'examen de la requête en nullité de Candace Owens le 27 juillet prochain. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce live qui était un petit peu long, mais j'avais besoin, c'était un droit de réponse, de répondre à toutes les attaques dont je suis l'objet, et en particulier donc d'une attaque d'un président de la République qui ment à mon sujet, ment au sujet de mon travail, dans une plainte destinée au public américain, dans le cadre de ce qui est en fait une opération de relations publiques, en s'imaginant effectivement que les journalistes ne vont pas s'y intéresser. D'ailleurs, là, ils ont bien raison, puisque finalement, personne, j'ai découvert, les gens m'ont appelé, personne en fait n'avait lu ce document de 250 pages, donc je remets en description les tests de reconnaissance faciale. Donc vous avez le lien. Donc faites les photos, donc on part sur la photo de mariage, donc faites des photos, prenez une photo de vous d'identité à 21 ans, prenez des photos de vous par la suite à partir de 33 ans jusqu'à 43, 53, etc. Voyez les résultats obtenus. Si une procureure nous entend, qu'elle considère, qu'elle analyse les pièces, qu'elle regarde le livre, qu'elle fasse elle-même des essais, et qu'elle voit et qu'elle comprenne que l'usurpation d'identité est établie à partir de pièces à conviction, de faisceaux d'indices graves et concordants, de pièces à conviction, et qu'une enquête préliminaire soit ouverte pour montrer que nous sommes toujours dans une démocratie où existe effectivement la séparation des programmes. C'est sur ce vœu que je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine.